Écoutez, moi je suis ravi. Je suis ravi d'être ici en Suède. C'est la première fois que je viens en Suède. J'ai beaucoup voyagé grâce à un métier qui est le plus beau métier du monde, qui est le journalisme. Et d'être ici en Suède, alors que bon, c'est un pays qui quand même qui s'est démarqué pour ne pas avoir confiné, pour ne pas avoir pris le fameux traitement du docteur Raoult. Enfin bref, pour s'être complètement démarqué et d'être ici aujourd'hui, de voir des visages rayonnants, de voir des visages non masqués, ben, ça fait du baume au cœur. On retrouve un peu d'humanité qui semble voilà en voie de disparition. Donc un grand merci encore Astrid de cette invitation. Moi je vais vous parler de mon nombril. Pour vous parler un petit peu du journalisme, qui est pour moi encore une fois l'un des plus beaux métiers quand il est fait avec sérénité et puis avec professionnalisme. Voilà, moi j'ai eu la chance de tomber dans la marmite il y a plus de 30 ans. J'ai commencé par travailler, par être le correspondant de l'un des plus grands quotidiens et qui m'est chaud au cœur, qui est Journal Ouest France, parce que j'ai correspondant à Paris pendant 4 ans de ce grand quotidien français. J'ai ensuite travaillé en radio où j'ai présenté les informations sur RTL2. Et puis voilà, j'ai eu la chance, grâce toujours au quotidien Ouest France, de couvrir quelques conflits, quelques guerres, la guerre du Golfe, le conflit en ex-Yougoslavie, également la guerre en Irak. Et j'ai en gros réalisé une trentaine de documentaires du 13 minutes jusqu'aux 170 minutes, donc Hold Up, qui est sorti il y a un mois maintenant et qui a fait un peu de bruit malgré moi, mais ça on va en revenir. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi aujourd'hui il me semble que cet espace de création est vraiment un espace en danger, c'est un espace à préserver, car ça reste pour moi, en tant qu'encore une fois, je suis journaliste dans les veines, j'aime les gens, j'aime les rencontrer, j'ai parcouru quasiment plusieurs, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. J'ai rencontré des êtres étonnants. J'avais une ligne directrice, une ligne éditoriale qui était très précise. Moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment aller rencontrer les acteurs qui changent le monde, des acteurs qui sont bienveillants, qui transforment la société en profondeur, qui réussissent à concilier social, économie et environnement, des acteurs qui partagent une information pas positive dans le sens béné du terme, mais une information qui donne envie d'agir. Donc ça, c'est un petit peu ma cam, ma ligne éditoriale qui a fait que je me bouge tous les matins et que j'ai le sourire jusque là. En tout cas, voilà, j'aime profondément les gens. Et pourquoi, à un moment donné, à partir de 2010, j'ai décidé malgré tout, d'arrêter de travailler pour la télévision. C'est parce que je sentais vraiment que la télévision a ses codes qui n'étaient pas les miens. Ces codes, c'est l'émotion, c'est-à-dire qu'on cultive l'émotion, on cultive l'émotion sur du très court terme, sur des réactions. Même, j'ai eu la chance de travailler encore une fois pour des magazines de 26 minutes, de 52 minutes, mais même en 26 minutes, en 52 minutes, vous n'avez vraiment pas le temps d'explorer les projets de société. Et quand vous les explorez, quand vous voulez faire des sujets un peu plus en profondeur, eh bien, vous avez toujours un directeur ou la chaîne de télévision qui vous dit écoute, il faut couper, il faut supprimer cette partie. Donc voilà, vous n'êtes vraiment tout sauf libre. Donc moi, cette liberté, je la mets là. La liberté, pour moi, on n'y touche pas. La sécurité, je la mets ici. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, à partir de 2010, de consacrer toutes mes enquêtes ou mes petites enquêtes au cinéma, qui reste pour moi le dernier espace de liberté où on peut vraiment dire les choses. On peut vraiment construire des sujets et donner un point de vue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que effectivement, en fin 2019, je sors un film qui était mon 4e film cinéma, qui s'appelle Thanatos, qui était une enquête sur une question toute simple qui nous concerne tous. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Bon, je vous rassure, je vous annonce une grande nouvelle, on va tous mourir. Donc, la peur du Covid, je pense qu'on est... voilà, c'est une peur qui est complètement énorme, parce que voilà, la peur de la mort, et il se trouve que ce film donnait des explications à cette peur légitime, mais qui est malheureusement, dont on ne connaît pas un petit peu tous les tenants et les aboutissants. Et en cherchant du côté des expériences de mort imminente, j'ai découvert que il y avait peut-être une conscience extraneuronale qui existait et qui montrait que peut-être que la mort n'est pas une fin en soi. Donc ça a été une vraie enquête avec des spécialistes, des docteurs, des médecins, des scientifiques. Et donc ce film est sorti fin
fin octobre, pardon, et au mois de mars, en plein confinement, le film était toujours en salle. Il a été arrêté alors qu'il connaissait un gros succès. Et grâce à ce film, je dis bien grâce à ce film, j'ai pu questionner des médecins, des scientifiques sur ce qu'on était en train de vivre, c'est-à-dire avec des mesures historiques jamais vues encore, comme un confinement, comme le port du masque obligatoire sur une population saine à l'extérieur, enfin bref. Et en questionnant ces médecins qui étaient des acteurs principaux de mon film, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui tournait pas très par rond. Et en fait, Hold Up est arrivé 3, 4 mois plus tard en me disant c'est pas normal. Il y a des choses, j'ai pas les réponses. J'ai été très plus que questionné par l'affaire du Lancet, qui est à elle seule une affaire. Enfin, c'est un film. On pourrait en faire un film sur ce qui est arrivé à ce grand magazine scientifique, revue scientifique, qui s'est retrouvé à publier une information complètement bidonnée pour flinguer un médicament qui est l'hydroxychloroquine et pour privilégier in sine le fameux médicament Remdesivir dont on vient de s'apercevoir que les effets secondaires sont tellement mauvais qu'il vient d'être, on va dire, plus ou moins mis de côté par l'OMS. Donc cette affaire du Lancet, moi, m'a vraiment bousculé. Il y a eu l'affaire du Lancet, c'est-à-dire qui a payé cette étude absolument complètement fausse, tronquée, et qui a fait que du jour au lendemain, notre bon ministre a interdit l'hydroxychloroquine et l'a pas reprise par la suite, alors même qu'on avait montré que l'affaire avait été complètement truquée. Et donc il y a eu cette affaire-là qui a été pour moi un élément déclencheur. Ensuite est arrivé le fameux livre du professeur Perron, que je salue, et que je soutiens bien sûr parce que le pauvre il est attaqué de partout, juste pour dire pour dire la vérité, pour dire ce en quoi il croit, ce en quoi il pense, et en tant que médecin en plus avec une expérience incroyable. Quand j'ai lu son livre Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas faite, et je vous invite vraiment à le lire et à le relire, là au mois de juin je me suis dit c'est pas possible, on est en train de vivre quelque chose d'unique, c'est-à-dire un fait historique avec un confinement, du jamais vu, du jamais fait. On nous impose des masques sur une population saine. Là encore, c'est du jamais vu, du jamais fait. Et il n'y a toujours aucun magazine d'investigation qui sort sur les télés. Qu'est-ce qu'on fait? Là, je lis ce livre et j'appelle bien sûr le professeur Perron pour lui dire, écoutez professeur, je viens de lire votre livre, je suis bouleversé parce que toutes les pages, vous avez des informations qui sont sourcées et je suis en train de me dire, est-ce que vous avez des journalistes d'investigation qui se sont saisis de toutes vos informations pour en faire un magazine choc, pour un petit peu dénoncer toutes ces errances du gouvernement? Et là, à ma grande surprise, et nous sommes aujourd'hui au mois de décembre, il n'y a toujours eu aucun magazine d'information, d'investigation sur tout ce qui s'est passé depuis le 15 mars. Je reparle de la France. Donc là, je me suis dit, il fallait absolument faire quelque chose. Et moi qui suis né avec un sentiment d'injustice profond, avec une révolte de l'injustice, parce que c'est peut-être la raison pour laquelle je suis devenu journaliste, je me suis dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et quand je me promenais dans les bois et je voyais des personnes âgées, et Dieu sait si j'aime les personnes âgées, mon Dieu, de les voir se promener avec un masque en pleine forêt, là, je me suis dit, ça va pas du tout, il faut faire quelque chose. Et aujourd'hui, non seulement ce sont des personnes âgées qui se promènent tout seuls dans la forêt avec un masque, mais ce sont également des enfants de 6 ans ou de 11 ans qu'on masque aujourd'hui dans les écoles, dans les crèches. C'est juste, pour moi, c'en était de trop, il fallait faire quelque chose. Donc voilà d'où est née cette envie de faire de ce documentaire. Pourquoi? Parce qu'à côté, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'investigation. Il n'y en a toujours pas d'ailleurs, parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai toujours pas vu de magazine d'information sur les dégâts du confinement, mais aussi surtout sur l'affaire du Lancet et l'affaire du Remdesivir dernièrement. Vous vous rendez compte que pendant quasiment 10 mois, on a fait la promotion indirecte. On a d'abord détruit ce fameux traitement qui apparemment avait de très très bons résultats. Et pour faire la promotion d'un médicament qui coûte cher, qui est inefficace, qui a des effets secondaires, l'Union européenne en commande 800 000 doses, et on vient d'apprendre qu'en fait, non, le médicament, il va rester à la poubelle parce qu'il ne marche pas. Donc si on ne voit pas qu'il y a un problème, je pense que c'est très très grave. Et là, il faut se poser la question, pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Pourquoi on en arrive au fait que
On va mettre le monde entier sous masque. On va confiner pas mal de pays pour une maladie dont on guérit à 99,95 ou 92%. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que on guérit de cette maladie à 99,95%. Et on va flinguer toute l'économie mondiale. Dans le même temps, la bourse se porte très bien. Il y a des centaines de milliards qui tombent. Pour moi, c'est une façon d'acheter le silence de tout le monde. Bougez pas, restez chez vous, vous êtes payé. Seulement le problème, c'est que moi, en tout cas, ce sont des questions que j'ai, dont je n'ai pas les réponses, c'est qui va payer? Qui paye? D'où viennent ces centaines de milliards? Alors qu'il y a un an, on avait du mal à trouver quelques millions pour les hôpitaux. On avait du mal à trouver quelques millions pour les retraites. Là, le budget de la Sécu est passé de 5 milliards à 50 milliards et ça questionne personne. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup de gens s'exciter sur ce genre de questions, sur voilà, d'où vient cet argent et comment on va faire pour rembourser, pour payer nos dettes. Donc voilà, donc ça c'en était un petit peu trop, donc j'ai décidé effectivement de commencer par interviewer des scientifiques, des médecins, des généticiens pour essayer d'avoir leur son de cloche. Et là, quand j'ai découvert, effectivement, à ma grande surprise, qu'ils avaient tous le même discours, en discours non, c'est pas possible, il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, à commencer justement par l'origine du virus. C'est vrai que l'origine du virus, tout le monde s'en moque aujourd'hui, enfin plus beaucoup maintenant. Maintenant, on commence vraiment, le CNRS commence à dire ah, attention, il faut peut-être chercher de ce côté-là parce que un virus qui se propage de cette façon-là, c'est pas tout à fait normal. Mais déjà, dès le départ, au mois d'avril, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une interview qui m'a marqué également. C'est l'interview du professeur Luc Montagnier. Il est juste prix Nobel de médecine. Mais apparemment, pour les journalistes, c'est pas un bon crédit. En tout cas, pour les deux journalistes qui le recevaient sur la chaîne, je crois que c'était sur CNews, quand le professeur Montagnier dit que oui, pour lui, effectivement, ce virus a bien été créé, a bien été aménagé, on va dire, par les mains de l'homme, avec de la malaria, avec des séquences du VIH. Bon, tout de suite, il y a eu un blackout total et il a disparu des médias. Donc voilà, ça a été aussi une deuxième source de questionnement qui a fait que voilà, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et pourquoi je dis aujourd'hui que, je pense sincèrement que le cinéma, mon Dieu, le cinéma, ouvrez vos salles, messieurs, ouvrez vos salles, vous êtes pour moi le dernier espace de liberté qui nous reste. Et j'en ai la preuve justement avec la fameuse sortie la sortie du film Hold Up. Alors comment ça s'est passé? Je vous raconte un petit peu les dessous. Il se trouve que, effectivement, au mois de juin, je commence à m'inquiéter sérieusement avec des témoignages de médecins, de scientifiques qui me disent tous la même chose en disant bah non, c'est pas naturel, ce virus n'est pas forcément naturel, il y a quelque chose qui cloche. Que non, on cloisonne pas, on met pas des masques sur une population saine. Il n'y a jamais eu d'études, il n'y a jamais eu de confinement, c'est une mesure historique et personne pour dire attention et que les premiers médecins à s'indigner, à s'inquiéter sont aujourd'hui sont licenciés. On l'a vu tout à l'heure avec le docteur Pascal Sacré qui a été tout simplement limogé juste parce qu'il osait émettre son avis. Donc là, je me suis dit, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai commencé à effectivement interroger ces personnes. Et là, je me suis dit, on va aller au cinéma. On va aller au cinéma parce qu'il y a alors encore une fois, j'ai réfléchi en tant que journaliste, ancien journaliste, mais aussi en tant que homme de cinéma, de long métrage, parce que j'aime profondément les documentaires long métrage, car il y a une vraie intrigue, il y a une vraie narration. On ne construit pas un documentaire pour le cinéma de la même façon qu'un documentaire télé. J'en viens de la télé, donc je connais les codes. Les codes, c'est allez, on bastonne pendant 52 minutes, on ne laisse pas le temps de résister. Pourquoi? Parce que vous avez la petite zapette. Quand vous êtes à la télévision, quand vous travaillez à la télévision, vous savez qu'à partir de 15 minutes, vous avez une publicité sur une autre chaîne qu'on peut zapper. Enfin, donc, il faut toujours maintenir l'attention. Vous n'avez pas le temps d'installer une situation. Là, le cinéma, non seulement vous pouvez installer les situations, mais vous pouvez créer une énigme. Quand vous rentrez dans une salle, vous en sortez pas au bout de 5-10 minutes, sauf si vraiment le film est absolument horrible et que ou le son est trop fort, mais vous restez dans la salle.
Et ça, c'est important. Aujourd'hui, dans un monde où on est dans un jugement permanent, où on est c'est oui, c'est non, on juge en espace de 5 secondes, où vous faites démonter en moins de 3 minutes sur un plateau télé, et ben, je trouvais que d'installer une situation, d'essayer de la faire comprendre, et c'est ce que j'essaye de faire depuis maintenant 10 ans, parce que j'en suis pas à mon premier documentaire cinéma. Tous les autres, il y en a eu 4, il n'y a eu aucun problème. Seulement là, le film n'est pas sorti en salle. Parce que je pense, encore une fois, et je le dis et je le répète, si le film était, si les salles avaient été restées ouvertes, le film aurait sans doute très très bien marché, il n'y aurait pas eu de problème. Il y aurait eu certainement 2-3 articles pour dire attention, c'est du complotisme, c'est ceci, c'est cela, mais il n'y aurait pas eu toute cette avalanche. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pour revenir un petit peu sur cet épisode, c'est que voilà, pour trouver vraiment d'une façon très rapide une source de financement, parce que j'étais en tournage sur 2 autres films, donc il fallait vraiment trouver un financement pour continuer de faire tourner ce film et surtout de le terminer dans de bonnes conditions. Bon, on a fait appel à un service de crowdfunding et c'est là où j'ai vu l'intérêt incroyable. Plus de 5300 contributeurs m'ont aidé à produire ce film et à le finaliser. Eh bien, ces 5300 contributeurs, on leur a envoyé le film, c'était le deal qu'on avait 5 jours avant la sortie officielle, et ils étaient tellement contents du film qu'ils l'ont envoyé avec les mots de passe sur tous les sites, sur toutes les plateformes. Donc le film s'est retrouvé comme ça. Bon, encore une fois, je leur en veux pas beaucoup, pas du tout, parce que voilà, grâce à eux, ce film ne serait jamais sorti, parce que c'était trop lourd à produire tout seul. Mais donc voilà, ce qui explique que qu'il y a encore une fois, on peut encore voir ici ce film-là, mais pour la sortie officielle du 11, et là je viens justement à mon propos, savoir que le documentaire cinéma reste vraiment le dernier espace de liberté, c'est qu'on a décidé de sortir ce film sur une plateforme, la plateforme américaine, on s'est trompé de choix, la plateforme américaine Vimeo, et qui devait donc sortir ce film le 11 novembre à 11 heures. C'était juste 11 novembre à 11 heures, moi ça me faisait sourire, n'y voyait rien, il n'y a pas de complot dans le choix du 11-11-11, mais c'était juste amusant. Moi ça me faisait rire, puis j'aime bien comme ça de faire des petites... voilà, d'avoir des petits clins d'yeux. Mais donc voilà, on le sort le 11 novembre à 11 heures sur une plateforme Vimeo, donc payante, c'était 4 euros je crois le film, ou 4,90 €. En moins de 24 heures, entendez bien, en moins de 24 heures, voire en moins de 48 heures, le film a été censuré. Voilà. Vimeo, plateforme américaine, qui censure un film sans aucune explication. Et moi, je l'ai l'explication aujourd'hui, je vais vous en faire part. Et sans rien. En fait, il faut savoir qu'en moins de 48 heures, le film avait fait déjà pas mal de recettes. Donc toutes les recettes ont été remboursées aux personnes qui avaient loué ce film. Donc tant mieux, c'est pas grave. Mais en plus de ça, la plateforme Vimeo américaine s'est remboursée, s'est payée sur le... Donc je ne sais pas où est le hold-up, mais en tout cas, il n'est pas de T-Prod, qui est le nom de ma société. Donc j'ai assisté à un véritable hold-up en direct par cette plateforme Vimeo. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de vous questionner en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc moi, j'étais sûr de mon film. Toutes les informations qui étaient dans ce film étaient des informations qui étaient sourcées. C'était pas de l'opinion, il y avait un point de vue, c'était un vrai documentaire cinéma avec un milieu, un début surtout et une fin. Et il y avait rien, il n'y avait pas de sujet, il y avait juste un point de vue. On pouvait le partager. C'était juste un film pour ouvrir le débat. C'était pas un film qui était là, qui cherchait à convaincre. C'était un film qui cherchait à ouvrir le débat et à poser des questions, ou du moins à répondre à des questions dont on n'avait toujours pas les réponses. Et là, ce fameux jour du 12 novembre, quand on apprend que le film est censuré, est interdit par la plateforme Vimeo, bah vous êtes obligé Moi, je me suis remis en question. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mis dans ce film? Donc, heureusement, j'ai eu Maître Carlo Brusa qui m'a vite rassuré, qui a vu le film en disant, écoute Pierre, ton film, il est inattaquable sur le plan pénal, tout va bien. Donc, merci à lui. Mais le mal était fait. Et d'où vient ce mal? J'emploie des gros mots, mais pour moi aujourd'hui, et ça vient d'une expérience quand même de terrain, puisqu'encore une fois, je le répète, moi, mon ADN, c'est d'aller rencontrer des gens, de les interviewer. Je déteste parler devant une caméra, hein, je vous le dis.
qui me connaissent ici savent que c'est un vrai supplice, mais je le fais parce que c'est pour la bonne cause. Savent que voilà, mon ADN, c'est de rencontrer les gens, d'aller rencontrer les gens, de raconter leur histoire et voilà, et d'en faire un véritable film. Et là, ce qui s'était passé, c'est que j'ai réalisé que un article, un article de presse a déchaîné toute la presse télé. Un seul article. L'article, c'est l'article de Libération. Libération. Je ne sais pas ce que c'était ce journal Libère, mais en tout cas, il a emprisonné, il a fermé, il a coupé, il a censuré le film sur la base d'informations qui se sont avérées complètement tronquées, malveillantes. Des informations en plus avec de l'opinion. Donc moi, quand vous travaillez pour un documentaire cinéma, eh ben ouais, vous êtes engagé, il y a un point de vue, on m'a dit oui, mais il n'y a pas aucune contradiction. Bah oui, c'est le but d'un documentaire cinéma, c'est de proposer un point de vue, d'apporter un autre point de vue par rapport à tout ce qui venait de se vivre pendant quasiment 10 mois où on avait un son monocorde de la part de tous les médias de France. Je ne parle pas des autres médias parce que je ne les connais pas, mais en tout cas en France, on n'avait eu aucune dissonance. C'était la monocorde depuis quasiment 10 mois. Et ce titre de Libération avec le virus du complotisme, page vraiment noire, moi je me rappelle encore, et ma petite équipe est là et vraiment je la remercie, mais moi j'ai été complètement effondré parce que quand je vois encore une fois cette couverture et après ce qui s'en est suivi, pardon, ça a été effectivement, tous les médias s'en sont emparés, c'est passé sur toutes les télévisions, ce film était un film complotiste, un film antisémite, antisioniste, enfin un déversement d'insultes, d'injures qui ont été difficilement surmontables, en tout cas pour moi, mais j'ai une petite équipe qui est absolument à laquelle je veux rendre hommage, qui est ici, qui est juste derrière, donc merci à eux, encore une fois, qui m'ont soutenu en disant Pierre, t'inquiète pas, on est là, ton film il est inattaquable. Et pourquoi je reviens sur cette une de Libération? Parce que c'est un journal qui est très important dans la mesure où il faut bien comprendre comment la presse fonctionne aujourd'hui. La presse, je pense, elle est tout sauf libre. C'est ce que je montre dans le film avec ses intérêts, avec qui détient Le Monde, qui détient Libération, tous les organes de presse. On se rend compte qu'en fait, toute la presse française est détenue par une vingtaine de grandes fortunes en France, dont les intérêts ne sont pas forcément les intérêts de la vérité. Moi, je suis juste un chercheur de vérité et quelqu'un qui veut juste questionner. Et quand il y a eu cet article, encore une fois, qui dénonce le virus du complotisme, ben forcément, il y a eu des réactions un petit peu en chaîne qui ont été hyper violentes, en même temps avec des arguments qui se sont avérés complètement fallacieux, des arguments à la rigueur qui relèvent plus du dogme, de l'opinion que du factuel. Et ça m'a vraiment inquiété. Et je me dis, bah oui, là, j'ai la preuve formelle que le dernier espace de liberté, eh ben, c'est le cinéma. Parce que je pense que si ce film était sorti en salle, comme c'était prévu, et j'avais une centaine de salles, j'avais des programmateurs de salles de cinéma qui étaient ravis, qui attendaient ce film, hein, je peux vous l'assurer. Nous, on n'a pas pu parce que les salles ont fermé à cause du second confinement. Et ben voilà, là j'avais en fait la preuve que mon option était bien choisie. C'est-à-dire que de choisir le cinéma pour faire passer des messages ou pour pas faire passer des messages, je déteste ça, mais pour faire entendre un autre son de cloche ou peut-être faire découvrir une thématique qu'on n'aborde pas en télévision. Moi, quand j'ai la thématique de la vie, qu'est-ce qui se passe après la mort, allez proposer ça à des chaînes de télé, mais elles vont vous rire au nez. Quand j'ai proposé, c'était en 2010, j'avais proposé une grosse enquête sur l'euthanasie. Je trouvais ça intéressant. Est-ce qu'il y a des dérives dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie? Donc j'ai commencé à enquêter en Belgique, donc c'est un pays qui est concerné par cette loi. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait des dérives incroyables, j'ai envoyé mon synopsis à toutes les chaînes de télé. Ben non, aucune réponse. Donc ça, c'était en 2010. Et c'est la même année où, effectivement, j'ai décidé de me dire, maintenant, on va aller au cinéma, parce que si ça coince au niveau des télés, parce que voilà, ça ne les intéresse pas, donc on va essayer de faire des sujets qui vont forcément intéresser le grand public, parce que de toute façon, l'euthanasie, ça intéresse tout le monde. La vie après la mort, ça intéresse tout le monde. Il se trouve que j'ai fait aussi, dans le même temps, un autre long métrage qui a fait que j'ai passé quand même 4 ans sur cette enquête, sur un secret du Vatican qui n'a jamais été encore révélé. Je pensais que c'était intéressant, surtout pour les journalistes. Ce film est sorti en salle, il a très très bien marché, il n'y a pas eu
un seul article. Il n'y a pas eu un seul article de presse, et tant mieux. Mais là, aujourd'hui, de voir que ce film qui n'est pas sorti en salle, qui voulait juste apporter une seule contradiction, enfin, une contradiction en montrant des personnages de gens qui sont compétents dans leur domaine. Il y a toujours 2 prix Nobel dans le film. Il y a un ministre, il y a 7 ou 6 professeurs, il y a des dizaines de médecins. Eh ben non, ils sont tous complotistes. C'est violent, hein. C'est violent, une charge comme ça d'être taxé de complotiste ou voire même d'antisémite ou d'antisémitisme ou d'antisionisme. C'est juste absolument sidérant. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Donc, enfin, c'est le jeu, non, c'est pas le jeu parce que sincèrement, je m'attendais pas à ça. Et c'est juste pour vous dire la grande différence entre cet espace qu'il faut vraiment préserver. Et j'en profite d'être ici à Stockholm pour lancer un appel à tous les artistes. À tous les artistes. Moi, je crois vraiment, vous avez une capacité inouïe de dire une chose, votre création, protéger votre création, elle est importante pour nous. Le cinéma reste, on ne peut pas toucher aux salles de cinéma. C'est un lieu où on se rassemble, c'est un lieu où on peut discuter, c'est un lieu où pendant 1 heure et demie, il ne va pas y avoir de SMS, il ne va pas y avoir de portable, il ne va pas avoir le petit qui va vous dire ah, tiens, c'est. Non, pendant 1 heure et demie, vous allez pouvoir voir un film, vous allez pouvoir rentrer dans une thématique, peut-être pour comprendre des enjeux que vous n'avez pas peut-être perçus auparavant, j'en sais rien. Mais c'est un lieu qui est indispensable aujourd'hui. Et cette liberté d'expression a été complètement bafouée. On est au 21e siècle, hein, on est donc en 2020. Et aujourd'hui, on censure un film 24 heures parce qu'il annonce un propos qui n'est pas dans la doxa, qui est un peu différent du discours ambiant, juste un peu différent, qui annonce un contre. Et cette censure, paradoxalement, n'a jamais été dénoncée par aucun média de presse écrite. Il y a quelques voix dissonantes qui ont eu lieu, mais médias de presse écrite, il n'y a eu personne. Libération. Liberté d'expression. Vous en faites quoi? Le Monde, liberté d'expression, vous en faites quoi? L'AFP, verbe, sujet, complément. Et là, vous mettez des adjectifs dans vos articles. Ça me questionne. C'est comme j'ai découvert dernièrement que, par exemple, pour montrer un petit peu on vit dans un monde d'information qui est réellement tronqué. Je pèse mes mots, je le vois, je le constate. On a une activiste, Brandy Vegan, qui a été, on ne sait pas encore, mais certainement assassinée. Là, le 10 décembre. Elle était venue en France pour dénoncer les 11 vaccins chers à Emmanuel Macron, puisque ça a été sa première mesure juste après son élection. Service rendu. Et là, cette femme, Brandy Vegan, qui a été retrouvée morte à son domicile, qui avait monté une belle association, qui a travaillé pendant 25 ans pour un laboratoire pharmaceutique, qui le 4 décembre lance fait une vidéo en disant écoutez, je vais bien, si on me retrouve morte, ça ne sera pas un suicide. Et le 9, son fils la découvre morte, son fils de 9 ans la découvre morte. Pas une ligne, entendez-moi bien, il n'y a pas une ligne. L'AFP n'a pas fait une ligne sur cette mort troublante. J'espère qu'il y aura une autopsie. Mais on vit vraiment dans un monde, je dirais, complètement... Il se passe des choses tellement inimaginables. J'entendais tout à l'heure, et merci encore Astrid de cette invitation, le témoignage de cet anesthésiste réanimateur belge qui a été suspendu, sine die, pour faute, juste pour avoir posé son questionnement sur la gestion de cette pandémie en Belgique. Voilà, donc moi, c'est la raison pour laquelle je continuerai de me battre, encore une fois, pour essayer d'aller dans les salles. Maintenant, je veux vraiment, encore une fois, je reviens sur les artistes, parce que pour moi, les artistes ont vraiment un rôle à jouer aujourd'hui. Il est temps de vous bouger. Comédiens, comédiennes, je remercie encore une fois, je voudrais vraiment remercier zut, Sophie Marceau, pardon Sophie, qui a dès le départ soutenu ce film. Il y a d'autres également artistes. Quand je vois aujourd'hui d'autres réalisateurs connus dire que les cinémas sont condamnés à disparaître, non, les cinémas
doivent rester ouverts, doivent continuer de rassembler les gens pour ouvrir les débats, pour créer. Non, les cinémas ne sont pas condamnés à disparaître. Et encore une fois, merci à tous ces artistes qui ont pris le risque. Parce qu'aujourd'hui, de soutenir un film, c'est prendre un risque. Et en plus, un film, regardez-le pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. En fait, non, vous ne pouvez pas le regarder parce qu'il a été supprimé des réseaux. Mais on va le remettre en ligne bientôt sur un site complètement sécurisé. Donc là, on va le verrouiller avec une traduction en anglais, avec une traduction en espagnol, en italien. Regardez juste ce film, il sera disponible gratuitement. Car aujourd'hui, encore une fois, merci à toute la population qui nous a soutenus. On reçoit tous les jours quantité de lettres pour nous remercier d'avoir juste utilisé ce droit de la liberté d'expression. On l'a utilisé. On nous a remerciés pour l'avoir utilisé, pour avoir peut-être donné un autre son de cloche. Donc un immense merci pour toutes ces milliers de personnes aujourd'hui qui nous soutiennent et qui font que, grâce avec ma petite équipe, on va continuer de faire des films. On va continuer d'apporter la contradiction, parce qu'il n'y a plus de contradiction aujourd'hui. C'est super grave en démocratie. Donc oui, le documentaire cinéma a, je pense, un boulevard devant lui. Parce que regardez ce que font aujourd'hui les grands cinéastes pour attirer un maximum de monde. C'est très frappant. Quand vous allez voir souvent des films grand public, ils sont tournés comme un documentaire. Or moi, je suis convaincu que le documentaire, il n'y a pas besoin de faire semblant d'avoir une caméra qui bouge pour faire plus vrai, pour faire comme si on était vraiment dans le vrai. Le documentaire cinéma, quand il est bien fait, quand il est authentique, eh ben, vous touchez beaucoup plus les cœurs, vous touchez beaucoup plus l'émotion parce que vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans la réalité. Vous ne vivez pas dans des concepts, dans des dogmes. Et c'est pourquoi je suis convaincu que le documentaire, aujourd'hui, quand il est réalisé avec une véritable écriture, une véritable narration, a encore énormément de place à prendre dans les salles de cinéma. Donc, merci encore à tous les exploitants de salles qui font confiance, parce que c'est vrai que la lutte est acharnée. Vous avez tous les blockbusters américains, donc vous faire une petite place avec un petit documentaire, les places sont chères au cinéma. Et malgré tout, elles sont peut-être chères, mais elles sont capitales aujourd'hui pour notre démocratie. En tout cas, c'est le message que je veux donner. Je veux vraiment bien insister sur le rôle des artistes aujourd'hui, qu'on entend malheureusement trop peu sur cette situation. On vit des moments qui sont en même temps fantastiques, parce que je pense qu'on est dans un changement de paradigme, là, ce qui se passe aujourd'hui, avec le monde entier qui est masqué, avec des gamins de 6 ans pour qui, en fait, une personne normale, c'est une personne qui a un masque, qui sont terrifiés dans les crèches, avec les dégâts du confinement. Moi, j'attends, et puis c'est un appel aussi, je veux lancer aussi pardon, je pars un petit peu dans tous les sens, mais je veux aussi lancer un appel à mes amis journalistes, et j'en ai, parce que moi j'ai vécu les plus belles années de ma vie avec ce métier qui m'a ouvert des portes, qui m'a fait rencontrer des gens mais incroyables. Je me suis enrichi pendant quasiment 20 ans, et aujourd'hui je veux juste transmettre toute la richesse que j'ai rencontrée grâce à ces personnages. Donc moi, mes films, c'est juste un retour. J'ai l'habitude de dire, quand j'étais journaliste et quand j'enseignais dans les écoles de journalisme, que je suis juste un ramasse-miettes. Voilà, un journaliste, c'est un ramasse-miettes. Il ramasse les miettes qu'on veut bien lui laisser, il les trie et il essaye de donner les plus belles à son public. Moi, je suis un ramasse-miettes, et j'essaye avec ces miettes, effectivement, de nourrir des gens qui sont nourris par autre chose, et pas forcément des belles choses. Moi, j'ai envie de nourrir avec quelque chose qui permette de grandir, qui permette de sourire aujourd'hui, parce que la vie, elle est belle. Et je terminerai par ça, parce que je suis un amoureux de la vie, un amoureux de la nature. La nature nous donne tout aujourd'hui. Et c'est gratos. La nature nous donne tout et c'est gratuit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On a tout pourri pour des centaines de milliards, juste pour l'argent. Vous savez, je pense que le fascisme de l'argent, il est bien là. Et c'est un vrai poison. C'est le poison le plus... lui, il est mortel. Hein. Il est mortel. Et voilà, c'est juste...
Alors voilà, je me suis permis un petit peu un pas de côté pour vous dire ça, ça vient du cœur, mais en tout cas, sachez que de mon côté, je parle au nom de ma petite équipe, eh ben on sera là. On va encore en faire des beaux films. Le prochain film s'appelle L'Empreinte. L'Empreinte, ça veut dire ce que ça veut dire, et ça va être un très beau film qui va parler, bien sûr, de la situation qu'on continue de vivre aujourd'hui, puisque c'est l'histoire absolument insensée de cet explorateur qui est Florian Gommet, qui est parti juste le 11 juin, à la sortie du confinement, traverser en courant toute l'Europe, pieds nus, en faisant un marathon pieds nus par jour. Il est parti avec rien, entendez-moi bien, rien. Un short, un t-shirt, c'est tout. Pas de papier, pas de passeport, pas d'argent, en faisant juste confiance en la vie et en se nourrissant uniquement de fruits et de légumes crus. Voilà. Et il n'a pas attrapé la Covid, il va très bien. Il a fait un exploit, je pense, inouï. Et voilà, on va raconter cette aventure dingue. On a pu le rencontrer dans différents pays et je pense qu'il a un vrai message à donner. J'aime pas dire un vrai message à donner, en tout cas un vrai message qui va faire que les gens vont retrouver le sourire. Voilà. Moi, je reviens à ma vocation, à ma ligne éditoriale, entre guillemets, que j'ai depuis quasiment 30 ans. C'est voilà, de faire une information qui permet de grandir, qui permet d'agir, qui permet d'avoir une vraie emprise sur la réalité de notre monde. Aujourd'hui, malheureusement, les grands tribuns, on va dire les nouveaux imams, les nouveaux rabbins, les nouveaux prêtres, le nouveau clergé, c'est vraiment le clergé médiatique, quoi. Ce sont les grands journalistes, les grands présentateurs de journaux télévisés de 20 heures, ce sont eux les prêtres, ce sont eux les nouveaux prêtres, les nouveaux rabbins, les nouveaux imams qui vous disent « ça c'est bien, ça c'est mal ». C'est juste les plus grands moralisateurs de la vie publique. Et moi, personnellement, j'aime pas ça. Bon, on n'a pas à me dire ce qui est bien, ce qui est mal, sous couvert d'information. Pardon, je fais un petit peu de politique, mais ça fait du bien. En tout cas, voilà, je ne leur en veux pas du tout, d'autant plus que j'ai encore une fois quelques amis qui travaillent dans les JT. Et ils font du mieux qu'ils font, voilà, ils font du mieux qu'ils peuvent et c'est très bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment temps de prendre position sur une situation qui semble échapper à beaucoup de monde. Et ce qui m'a fait vraiment plaisir, encore une fois, merci Astrid, c'est de voir ici cette communauté de gens qui viennent un petit peu de tous les horizons et qui partagent à la fois la même soif de vérité, parce que on ne peut pas faire la paix, il y avait Peace Summit, on ne peut pas faire la paix sans vérité. La vérité est indissociable et je pense que la vérité aujourd'hui, voilà, on va pas philosopher, mais c'est vrai ou c'est faux, elle devrait s'imposer à tout le monde. Donc d'être un chercheur de vérité, c'est ce que je suis, c'est ce que j'essaye d'être, avec tous mes défauts, et ben ça permet justement d'essayer de continuer d'avancer en apportant des solutions. Et voilà, en tout cas, je ne sais plus comment arrêter. Merci Astrid. Et puis, du fond du cœur aussi, à toutes les personnes qui nous ont soutenus. Et je peux vous dire que c'est un vrai cadeau de lire vos courriers. On va y répondre, mais ça va prendre un petit peu de temps. On va acheter pas mal de pics. En tout cas, merci à tous et longue vie à ce forum. Alors, merci. Attends. En fait, il y a des questions que je vais te poser tout de suite. Comment se nomment les autres films que vous avez produits au cinéma, notamment le dernier qui était en salle, juste avant les restrictions Covid? Et où vont-ils sortir? Alors, le dernier qui est sorti et qui s'appelle Thanatos. Thanatos, ouais, c'est bon. Pardon. Le micro? Allô, Paris-Bordeaux-Le Mans. C'est peut-être, Non, c'est bon. c'est bon. Attends, il va. Attendez, c'est peut-être moi qui. Je connais. Oh, pardon. Voilà, c'est moi. Bah, c'est moi. On m'appelait Gaston Lagaffe quand j'étais jeune. On voit comment la technique marche. Merci. Donc, oui, le tout dernier film, c'est Thanatos, l'ultime passage, qui est sorti en salle et on va essayer vraiment de le sortir un peu partout à l'étranger, qui est un beau film. Voilà, c'est juste une enquête sur qu'est-ce qui se passe après. C'est un film qui nous concerne tous. Encore une fois, voilà, on va tous mourir un jour ou l'autre. Donc voilà. Et sinon, juste avant, en 2017, j'avais sorti un film moi qui me bouleverse toujours et je me retiens de pas pleurer là parce que c'est un film. Il se trouve que le meilleur ami, j'ai perdu mon meilleur ami pour cette Covid, vous voyez. Donc
À ceux qui me disent que ouais, j'ai pas perdu, vous savez pas que c'est une maladie qui tue. J'ai dit, attendez, j'ai perdu mon meilleur ami à cause de ce virus. Il avait 82 ans. Il a fait l'objet de mon film qui s'appelle Sous peine d'innocence. J'ai suivi un prisonnier cubain qui a passé 35 ans de sa vie en prison. Et son histoire est juste invraisemblable. Et je vous invite à regarder ce film. Il s'appelle Sous peine d'innocence. Il est sorti en salle en 2017. Vous pouvez le voir sur la page de tprod, tprod.fr. Et c'est aussi pour ça que je me suis bougé. Car quand j'ai appris son décès, que j'ai même pas pu aller l'enterrer aux États-Unis, il est mort à New York à cause du Covid, alors qu'il a affronté les pires des injustices. Hein. C'est une histoire qui est juste invraisemblable, comme, comme savent très bien les créer les Américains, le système américain, parce que c'est un film qui flingue complètement, on est encore dans le hold-up, qui flingue complètement le système du plaidé coupable aux États-Unis. Voilà, donc j'avais fait ce film-là, Sous peine d'innocence. Auparavant, j'avais fait un film qui s'appelle M et le troisième secret, qui est cette grosse enquête sur les coulisses du Vatican, qui a été mon premier film. Donc voilà, M et le troisième secret, Sous peine d'innocence, Thanatos, Hold Up, et bientôt L'Empreinte, qui j'espère va sortir très très vite. En tout cas, pardonnez-moi pour cette bulle d'émotion, mais en tout cas, merci, merci à toi. C'est comme ça qu'on fait des films, c'est avec les émotions. Bah, Donc, le producteur, c'est ce qui motive, c'est ce qui et le motive en tout cas. directeur. Ça fait plaisir que tu as des émotions quand même. Ça, alors écoute, aussi une question, je pense que tu vas peut-être vouloir le montrer. Donc la question, est-ce qu'il y aura d'autres hold up et une version dans d'autres langues? Oui, oui, alors on termine la version, enfin on a fait la version anglaise. Là, il se trouve que le film a été tellement mis sous les projecteurs et tellement, on va dire, assassiné avec des mots qui sont juste faux et fallacieux, c'est qu'il y a eu tout d'un coup, les chaînes de télévision ont eu peur, donc ils nous ont interdit les droits pour Internet de telle et telle séquence. Donc on est en train de, entre guillemets, cleaner certains droits. Donc on a retiré quelques séquences qui ne portent pas atteinte du tout au fond du film. Donc le film restera ce qu'il est. Et moi, quand on me gratte un petit peu, quand on me chatouille un petit peu trop, ben, j'en rajoute. Donc j'ai rajouté des informations qui, je pense, vont intéresser pas mal de monde. Donc ça va être un nouveau film. Pas nouveau film, pardon, mais il va y avoir de nouvelles informations. On va essayer de le sortir le plus rapidement possible, on va dire à la mi-janvier. Il sera disponible en anglais, en italien, en espagnol et en allemand. Parce que les Allemands se sont également beaucoup bougés et ont été quand même aussi des fers de lance pour dire qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Magnifique. Donc je te remercie. Merci du fond du corps. Est-ce que on avait juste l'affiche en tout cas derrière toi avant. Voilà. Donc ce sera l'affiche que les gens pourront voir. Absolument. Et je tiens vraiment, il faut que j'arrête, à remercier ma petite équipe. Oui. Ils sont 25 ans de moyenne d'âge, ils sont juste derrière. Ce sont des tueurs. Ils m'ont tenu pendant 3 semaines. Merci à vous. Ils nous ont aidés aussi. Bravo à toi. Hop. Merci Pierre. Hop.